Bien. Donc je suis surpris. Je suis surpris que ici à Bastia, il y ait des personnes qui, d'une part, ne savent pas du tout, enfin ne connaissent rien de la République de San Marino et ne savent pas la situer non plus. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une rencontre utile parce que San Marino, c'est un pays voisin. C'est un pays voisin. Je vais vous donner, avant de commencer d'aller dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques grands titres pour vous allécher un petit peu. Alors, on parlait de pays voisins. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. San Marino, tu peux le mettre sur la table. San Marino se trouve exactement à 290 km à vol d'oiseau de Bastia. 290 km. C'est la porte à côté. Ouais. Bon. Malheureusement, il n'y a pas d'aéroport dans la République de San Marino. Ah ben. Mais il y a un aéroport international tout près qui dessert la République. C'est l'aéroport international de Rimini. Quand vous allez à cet aéroport, c'est d'ailleurs clairement indiqué que c'est également l'aéroport de la République de San Marino et il y a le drapeau de San Marino à l'aéroport international de Rimini, tout comme il y a le drapeau monégasque à l'aéroport de Nice. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais l'aéroport international de Nice est également l'aéroport international de la principauté de Monaco. Alors, comme je l'ai dit, je vais vous donner quelques points marquants d'abord. Alors, premièrement, San Marino a la particularité d'être un pays enclavé, complètement enclavé, dans un autre pays. Et cet autre pays, c'est l'Italie. Donc, San Marino est un pays indépendant. Son indépendance est très ancienne. Et son unique voisin est l'Italie. Pour aller à San Marino, surtout qu'il n'y a pas d'aéroport, on est obligé de passer par l'Italie. On n'a pas le choix. Alors, là, je vais peut-être vous tenter un peu, parce que si ça vous dit, à l'issue de cette conférence, d'aller faire un saut à San Marino, moi, je suis prêt à vous servir de guide. Je vous ai dit que c'est à 290 km à vol d'oiseau, et pour être plus précis, il faut prendre le bateau de Bastia à Livourne, et ensuite par la route, 247 km par la route la plus courte, après avoir débarqué à Livourne. Et en empruntant le chemin le plus court via Florence. Et après Florence, on attaque la montagne, les Apennins. On monte et on descend. Et pour retomber dans la plaine côtière de l'Adriatique. Maintenant, il y a un chemin plus long mais plus rapide. L'autoroute qui passe par Bologne. Donc on monte vers le nord et on redescend vers le sud. On met moins de temps pour arriver. Oui, plus de kilomètres. Mais plus de kilomètres. Et c'est moins beau. Voilà. Donc, j'ai failli dire c'est pas la mer à boire d'aller à San Marino. Et puis alors, argument massif que je vais sortir, à l'heure où on dit ne prenez plus l'avion, c'est pas bon pour l'avenir de la planète, et bien là je vous propose une excursion à San Marino avec un minimum d'empreinte carbone, parce qu'on peut y aller donc en bateau et ensuite en voiture, en faisant du covoiturage, l'empreinte carbone est minimale. Donc je disais, c'est une enclave. Alors, dans le monde entier, il n'existe que 3 pays indépendants qui sont totalement enclavés dans un autre pays. Il n'y a que 3 exemples. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je n'ai pas dit. Il y a des enclaves, mais des enclaves qui appartiennent à d'autres pays. Par exemple, en France, nous avons Libye, le village de Libye, qui est une enclave complètement entourée par la France, au pied des Pyrénées, au plateau de la Cerdagne, mais qui est un village espagnol. Et pour aller d'Espagne à Libye, il faut traverser 2 km de territoire français. Il faut passer par Bourg-Madame. Donc des enclaves, il y en a des centaines, des milliers peut-être dans le monde.
Dans le Caucase, il y en a. Le long de la frontière entre le Bangladesh et l'Inde, il y en a plein. Mais ce ne sont pas des enclaves indépendantes, ce sont des enclaves qui appartiennent à un pays voisin. Donc, quels sont ces trois pays enclavés? La République de San Marino, vous l'aurez compris. Quels sont les deux autres? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Pardon? En Afrique du Sud. Le Swaziland n'est pas une enclave parce que le Swaziland a deux voisins. Le Swaziland est frontalier de la République d'Afrique du Sud. Il y a le Vatican. Et le Mozambique. Le Lesotho, non? Le Lesotho, bravo. Le Lesotho est le plus grand pays enclavé, puisqu'il est plus grand que la Belgique, c'est quand même un pays considérable. Il est totalement enclavé et sans accès à la mer, au milieu de la République d'Afrique du Sud. Il est, si vous avez entendu parler de la grande ville de Durban, qui est la capitale du KwaZulu-Natal, et qui est une des plus grandes villes d'Afrique du Sud. Bon, à vol d'oiseau, le Lesotho n'est pas très éloigné de Durban, mais c'est long en voiture. C'est enclavé entre le KwaZulu-Natal et l'État libre d'Orange, le Lesotho. Un pays que je connais bien. Et ça pourrait être le thème d'une prochaine conférence, si ça vous intéresse. Je serais ravi de parler du Lesotho, un pays méconnu. Alors j'ai entendu un autre nom tout à l'heure, je crois que Lucie a trouvé le troisième pays. Le Vatican, tout simplement. Le Vatican, qui ne fait que 44 hectares, c'est-à-dire moins d'un demi-kilomètre carré, et qui est à la fois le plus petit pays du monde et une enclave au milieu de l'Italie, enfin au milieu de la ville de Rome. Puisque c'est le Vatican. Qu'est-ce que c'est que le Vatican? C'est un quartier de Rome, en fait. Une ancienne colline, une des anciennes collines de Rome. Donc l'Italie a le privilège d'avoir deux enclaves, non pas sur son territoire, puisque ça n'en fait pas partie, mais enclavées dans son territoire. Il y a deux enclaves, une toute petite, le Vatican, une plus grande, la République de San Marino. Alors, quelle est la superficie de San Marino? 61,9 km². Ça peut vous sembler un peu abstrait, 61,9 km². Bastia fait 21 km². Donc c'est même pas 3 fois la superficie de la municipalité, du territoire communal de Bastia. Voilà. 61 km². Alors ça en fait le troisième plus petit État d'Europe, après le Vatican, qui est le plus petit, et Monaco, qui fait, grâce à ces accroissements, c'est le seul pays d'Europe qui, depuis 1945, gagne en territoire, parce qu'il gagne sur la mer. Donc, ils faisaient autrefois 1,5 km², ils font aujourd'hui plus de 2 km². Donc, ils ont grandement augmenté leur territoire. Et c'est le 5e au monde pour la taille, en partant du plus petit. Parce qu'il y a d'autres États qui sont tout petits, qui se trouvent dans le Pacifique, à savoir la République de Nauru, qui est un atoll du Pacifique qui est indépendant, qui fait 21 km², je crois, et la République de Tuvalu, qui est un archipel, qui est en train de disparaître, qui va bientôt être submergé par les flots, avec la hausse du niveau de la mer. Alors, autre particularité, j'ai déjà un peu effleuré le sujet tout à l'heure. À ma connaissance, San Marino est le seul État européen indépendant à porter le nom d'un saint. Cherchez bien. Bon. Il y a plein, en France, on a plein de saints, mais c'est des communes, c'est des lieux, des lieux-dits, des châteaux, de tout ce que vous voudrez, mais il n'y a pas d'État indépendant qui porte le nom d'un saint. Dans le reste du monde, les seuls autres exemples que je connaisse se trouvent surtout aux Antilles, Sainte-Lucie, un autre pays que nous connaissons, mes parents et moi, où on a passé une journée, pays formidable, j'ai beaucoup aimé, c'est une île. Saint-Christophe et Nieves, que les Anglais appellent par un diminutif Saint Kitts. Saint-Vincent et les Grenadines, donc ces trois pays sont d'anciens territoires, enfin d'anciens dominions britanniques. Et il y en a un en Afrique quand même. São Tomé et Príncipe. Voilà, merci Natalia. São Tomé et Príncipe, qui est le plus petit. Saint Thomas, c'est Saint Thomas en français, Saint Thomas et Prince,
le plus petit État lusophone au monde. Le plus petit. Vous allez me dire, il y a Macao. Mais Macao a été restitué à la Chine, donc c'est maintenant un territoire spécial qui fait partie de la République populaire de Chine. Mais où on parle encore portugais. Hein. C'est peut-être une minorité, mais il y a encore des gens qui parlent portugais. Et puis il y a les anciens territoires portugais de l'Inde, mais qui ont été restitués à l'Inde, à savoir Goa et Diu. Saint-Domingue? Saint-Domingue, ce n'est pas un pays. Il y a deux pays sur Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est une île sur laquelle il y a la République dominicaine et Haïti. Donc ce n'est pas un pays. C'est pour ça que j'ai exclu Saint-Domingue. Donc voilà tous les saints qui sont des... Et alors, la seule femme qui a donné son nom à un pays, c'est Sainte Lucie. La seule sainte. La seule sainte, oui. Parce que tous les autres, ce sont des saints masculins. Population. La population de San Marino s'élevait en 2022, pour être très précis, à 33 938 habitants, c'est-à-dire moins que Bastia. Soit une densité de 563,5 km², habitants au kilomètre carré. C'est quand même une assez forte densité. Oui, il y a le visuel qui est aussi. Alors, San Marino est le seul pays au monde à dénombrer davantage de voitures que d'habitants. Je croyais que c'était Bastia. J'ai dit pays, j'ai dit pays. C'est voiture Ah oui, fonctionnelle. parce que, bon, il y a des San-Marinais qui travaillent à Rimini, par exemple. Ils ont besoin de voitures. Et si dans le couple, les deux travaillent, eh bien, il faut plusieurs voitures par foyer. Le service postal de San Marino est l'un des plus anciens au monde. Il a été fondé en 1607. Alors San Marino, paradoxalement, est le pays le moins visité d'Europe, en chiffre absolu bien sûr. Même s'il y a beaucoup de touristes qui y vont en juillet-août, évitez le 15 août à San Marino, parce que ça ressemble un peu au Mont-Saint-Michel. Mais alors c'est Marie? Pardon? C'est Marie le saint, c'est pas Marino. Je dis San Marino. Le 15 août. Non, non, mais je dis parce que c'est un pont le 15 Ah oui, août. c'est un pont. Et Rimini, ça m'oblige à faire à ouvrir un tiroir. Rimini, c'est la Riviera de Bien l'Adriatique. sûr. C'est pire que Deauville. Alors je vais vous dire très franchement, je n'aime pas Rimini. Vous connaissez, Lucille? Oui, moi non plus. Qu'est-ce que c'est que Rimini? C'est une très longue avenue, plus ou moins nord-sud, qui ne longe même pas la mer, mais qui est parallèle à la mer. Et la mer, on ne la voit pas parce qu'elle est cachée par des immeubles qui sont des hôtels. Donc tout le long de cette avenue, sur des kilomètres, vous avez des hôtels à gauche et à droite. Voilà. Et puis c'est les plages à l'italienne, c'est-à-dire des plages avec des plages organisées, je dirais. Ce pas des plages sauvages. Les parasols. Voilà. Et des plages qui dépendent des hôtels. Voilà. Et alors des marchands de souvenirs partout, les gens qui déambulent sur la rue principale en maillot de bain ou voire en string. Voilà ce que c'est Rimini. Hein. Franchement, moi, j'ai pas aimé. Hein. Si je connais San Marino, c'est grâce à Rimini. Parce que j'ai été invité en 1999 à assister à la rencontre annuelle du mouvement catholique Communion et Libération, dont je ne fais pas partie, mais j'étais invité. Et ça a duré plusieurs jours, donc j'ai profité d'un après-midi de liberté pour aller à San Marino, que je voyais à l'horizon. J'y suis retourné depuis avec mes parents. Alors, c'est aussi un pays très riche, même si ce n'est pas la richesse ostentatoire de Monaco. Le PIB per capita est de 48 000 $ par habitant. C'est bon, plus ou moins 48 000 €. Hein. Ce qui en fait le 15e pays le plus riche au monde. Le Liechtenstein fait mieux dans ce domaine-là. Hein. La principauté du Liechtenstein, où je ne suis pas encore allé, mais que j'aimerais bien visiter, est une principauté germanique, germanophone, des Alpes. C'est les banques. C'est les banques. C'est les banques. Abraham Lincoln était citoyen d'honneur de San Marino.
Et oui, c'était un... on lui a conféré cet honneur pour son combat, l'abolition de l'esclavage, etc., etc. Et il y a son buste dans le Palazzo Pubblico de San Marino. Il n'est pas la seule personnalité étrangère à avoir été fait citoyen d'honneur de San Marino. Un autre personnage célèbre de la même époque, c'est Giuseppe Garibaldi. Voilà. Et alors Garibaldi, c'est encore mieux que Lincoln, il a son buste sur une des places principales de la capitale. Pourquoi? Parce que il a été plus que citoyen d'honneur d'ailleurs, parce que la République lui a donné la citoyenneté. Donc il a eu la double nationalité sanmarinaise et italienne, enfin italienne, piémontaise à un moment, et ensuite italienne. Je pense qu'il a vécu assez longtemps pour avoir la nationalité italienne. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Giuseppe Garibaldi, pendant son combat pour l'unité italienne, à un moment, il a dû fuir et il a trouvé refuge à San Marino. Et il a séjourné à San Marino. Voilà. Alors, puisqu'on est dans la rubrique des saints, je voudrais vous citer un autre saint moderne qui a séjourné, qui a été réfugié et qui a séjourné à San Marino et qui a vécu dans le couvent que l'on voit au bout de cette ruelle. Un saint moderne. Un saint moderne, oui, un saint presque contemporain, enfin contemporain pour beaucoup d'entre vous. C'est Saint Maximilien Kolbe, qui est donc un prêtre polonais. La Pologne, je suis toujours gêné de dire polonais parce que la Pologne n'existait pas lors de sa naissance. Il était citoyen austro-hongrois à sa naissance. Et pendant la guerre de 14, parce qu'on parle toujours naturellement de son acte héroïque de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais pendant la guerre de 14, il a été mobilisé. Et il était donc militaire austro-hongrois à partir de 1915, parce que l'Italie est entrée en guerre contre l'Autriche-Hongrie en 1915, et donc Maximilien Kolbe était soldat côté austro-hongrois. Eh bien, il a déserté, et il s'est réfugié à San Marino, et il a été accueilli par les franciscains de ce couvent franciscain je crois qu'il s'appelle Saint-Antoine, ce couvent d'ailleurs, de San Marino. Il a séjourné, donc, de mémoire, hein, je dis ça, de 1916 à 1918 à San Marino. On voit son portrait ou sa statue, je ne me souviens plus, à l'intérieur de l'église du couvent ici. Alors, San Marino est l'un des 21 pays au monde à ne pas avoir de force armée. Il a l'équivalent d'une gendarmerie, une garde, une relève de la garde devant le Palazzo Pubblico et tout ça, mais il n'y a pas d'armée en tant que telle. Donc, il y a 21 pays qui partagent cet honneur de ne pas avoir d'armée. Voilà. Les routes de San Marino, et contrairement à Monaco, parce que Monaco c'est entièrement urbanisé, il n'y a que des rues, il n'y a pas de route à Monaco. Les routes de San Marino, il y a un réseau routier quand même assez important, sont les plus sûres au monde, avec 0 mort par an sur les routes sanmarinaises. Bon, c'est vrai qu'on ne veut pas aller très vite. Hein. C'est relativement, enfin il y a du relief. Et il n'y a pas beaucoup de touristes. Si, je viens de dire qu'il y a des touristes, mais en nombre absolu, c'est quand même l'un des pays les moins visités au monde. Alors, San Marino a le 8e taux de fertilité le plus bas au monde, avec seulement 1,3 enfants par femme. Tu n'as pas oublié l'essentiel dès le début, tu as dit que c'était une république. Mais j'y viens, mais là je vous ai dit, je vous donne les grandes lignes, les titres accrocheurs, pour vous donner envie d'en savoir davantage. San Marino a le taux de meurtre le plus bas au monde, avec 0 meurtre par an. Voilà. 0 accident, 0. Alors un peu de géographie. La République de San Marino se situe
à la pointe orientale du massif montagneux des Apennins. Si vous voulez, c'est les contreforts des Apennins. Le pays est à cheval, enfin, sur la frontière de deux provinces italiennes, de deux régions, pardon, pas des provinces, des régions, à savoir l'Émilie-Romagne au nord-est et les Marches au sud-ouest. Le territoire sammarinais, que vous voyez ici, a la forme plus ou moins grossière d'un quadrilatère aux côtés irréguliers, et le territoire est pour l'essentiel très accidenté. 12 km séparent les extrémités nord et sud. 12 km. Le territoire est dominé par l'imposant massif calcaire du Monte Titano, le rocher du Titan, qui culmine à 739 mètres. Ça peut paraître pas énorme, 739 mètres, puisque c'est moins que le Pigne qui nous domine, là, qui nous contemple, mais c'est quand même assez important par rapport au niveau de la mer de l'Adriatique que l'on voit à l'horizon. Et d'ailleurs, la capitale, la Città di San Marino, à ne pas confondre avec le pays, elle se situe pas vraiment au pied, mais sur le versant sud-ouest du Monte Titano. On le voit bien ici, puisque là vous avez le sommet du Monte Titano, avec cette forteresse en haut, et là la vieille ville de San Marino accrochée. Donc la vieille ville de San Marino peut faire penser, pour vous donner une comparaison qui vous sera familière, à la vieille ville de Corte. C'est une ville en pente, avec des ruelles étroites, et parfois des ruelles qui se transforment en escalier. Alors, le territoire de San Marino fait partie intégrante de la région historique du Montefeltro. Deux cours d'eau principaux prennent leur source à Samarin, l'Aosa et le Fiumicino. Les deux autres rivières, le San Marino et le Marano, ne font que traverser le pays. Quel climat à San Marino? Un climat subtropical humide qui a néanmoins tendance à s'adoucir par rapport à la côte en raison de l'altitude. En été, les températures varient de 20 à 30 degrés. En hiver, ça descend jusqu'à moins 2 degrés, entre moins 2 et 10. Les saisons estivales sont particulièrement chaudes et elles peuvent conduire le thermomètre à monter jusqu'à 35 degrés. Et en hiver, le thermomètre peut descendre sous les moins 5 degrés. Et dans quel cas d'ailleurs le Monte Titano est couvert de neige. Les précipitations tendent à se répartir de manière harmonieuse tout au long de l'année pour atteindre un niveau moyen de 550 mm par an. Les pentes abruptes du Monte Titano, tout comme les autres paysages escarpés de Saint-Marin, sont recouverts d'une végétation assez dense, typique de l'écosystème méditerranéen. Ce ne serait pas très dépaysé, hein. On y trouve aussi bien des forêts à essence feuillue, remplies d'érables et de chênes, que des étendues de conifères, en particulier de nombreux pins. Dans les zones broussailleuses et buissonnières du maquis, dominent le laurier, la myrte, la lavande, des fraisiers et des oliviers. La devise du pays, elle est très simple. Elle est d'ailleurs inscrite sur le drapeau. Libertas. C'est un mot latin que je n'ai pas besoin de traduire. La fête nationale est le 3 septembre, date qui commémore la fondation du pays par San Marino, le saint, en l'an 301. 301 après Jésus-Christ. Bon, en 301, ça ne portait pas le nom d'une république. Hein. Il a fondé cette communauté autonome en 301. Mais je vais revenir sur les détails plus tard. La République est divisée en 9 castelli, c'est l'équivalent de communes, qui elles-mêmes sont divisées en curati, c'est-à-dire en paroisses. Alors, d'après vous, quelle est la plus grande ville du pays? C'est pas la capitale. San Marino. Pour Monaco, c'est facile. La plus grande ville de Monaco, c'est Monaco. C'est Monte-Carlo. Monte-Carlo est un quartier. Il n'y a qu'une seule commune à Monaco. Une seule commune qui est d'ailleurs jumelée avec Luciana.
Donc, quelle était ma question? C'est pas la capitale? Non, justement. La capitale n'est que la 3e ville du pays. Voilà. Donc, rapidement, la plus grande ville du pays, c'est Serravalle. Serravalle, qui est aussi la plus basse. Elle est sur les basses terres. Elle est sur la route de Rimini. Et c'est une ville plus ou moins industrielle. Et il y a énormément de centres commerciaux. Les Italiens viennent faire leurs courses à Serravalle. Ce n'est pas une ville très intéressante, pour vous dire la vérité. Elle fait quand même plus de 11 000 habitants. Ce qui serait considéré comme une ville importante en Corse. 11 000 habitants. Qu'est-ce que ça signifie Serravalle, vous comprenez? La serre. C'est comment? Ça veut dire qui ferme la vallée. Voilà, il y en a un aussi du Serravalle. En référence à sa position géographique qui ferme les dernières collines de la vallée de l'Aosa avant la plaine de la Romagne. La ville et ses terres ont été rattachées à San Marino en 1463 lors de la dernière expansion territoriale de la République. J'en viens à la 2e ville du pays. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Lorsque j'ai emmené mes parents à San Marino, je leur avais proposé de faire un voyage en Italie. Je venais de rentrer du Tchad. Et je leur ai dit à une condition, c'est que c'est moi qui fais l'itinéraire et je ne vous dis pas à l'avance, je vous fais la surprise. Donc je leur ai réservé un certain nombre de surprises pendant ce voyage. La seule chose qu'ils savaient, c'est qu'on allait débarquer à Livourno. Et ensuite, on a voyagé. Le bateau était arrivé en fin d'après-midi. Donc on a dû voyager de nuit en voiture. Il a commencé à pleuvoir. Je me suis trompé de route en pleine nuit au milieu des Apennins. Et je leur ai dit, nous allons dormir à Borgo Maggiore. Borgo Maggiore. Ils étaient persuadés qu'on allait dormir quelque part en Italie. Mais ils n'arrivaient pas à situer Borgo Maggiore. Donc, en pleine nuit, nous traversons la frontière qui n'est pas matérialisé, il y a simplement un panneau, simplement. Donc on rentre en San Marino, je me gare sur le parking devant l'hôtel où j'avais réservé, je leur ai dit voilà, on est arrivé à Borgo Maggiore et nous ne sommes pas en Italie. C'est là qu'ils ont réalisé que nous étions à San Marino. Donc Borgo Maggiore, c'est la ville importante par rapport au pays qui se trouve au pied de la capitale. C'est-à-dire vous avez ici la capitale et Borgo Maggiore, c'est ça, en bas, au pied de la montagne. J'ai mis ici une photo prise par moi, prise depuis le téléphérique, parce que c'est un Borgo Maggiore que démarre le téléphérique qui vous permet d'aller sans voiture, je vous le recommande, dans la capitale. Donc vous avez un super téléphérique et en plus c'est très spectaculaire comme vous pouvez voir avec la photo que j'ai prise, qui vous donne une vue panoramique sur la ville de Borgo Maggiore. Notre hôtel était juste à côté du terminus du téléphérique et qui arrive en plein centre-ville, là-haut, dans la capitale. Alors quand on parle de la capitale, on dit la Città di San Marino, par opposition à la République di San Marino. Donc Borgo Maggiore a 6871 habitants. Ensuite, on a la ville de San Marino qui ne fait que 4040 habitants. 4040 habitants, la capitale. Donc la ville, outre un panorama unique, vraiment unique, vous pouvez voir avec cette photo, on voit l'Adriatique à l'horizon, cette ville donc compte plusieurs monuments célèbres, notamment l'hôtel de ville qui s'appelle le Palazzo Pubblico, ici. La basilique, ici. Alors, 2 mots au sujet de cette basilique, c'est dans la crypte que se trouvent les restes du saint, San Marino. Moi j'ai un grand regret pour cette basilique, parce qu'autrefois, elle est très ancienne, mais elle a été détruite au XIXe siècle pour être reconstruite. C'est-à-dire que c'était j'en ai vu des gravures, une belle église romane, mais à l'époque on s'en fichait, n'est-ce pas? Elle a été détruite et on a reconstruit un bâtiment néoclassique avec des colonnes à la place. Voilà. Elle est belle malgré tout, hein, elle est belle. On est allé à la messe, c'est tombé un dimanche, on est allé à la messe dans cette basilique.
qui n'est pas vraiment une cathédrale, c'est une co-cathédrale. Je vous expliquerai pourquoi après. Parce que le pays est trop petit pour faire un diocèse. C'est ça. C'est pas une règle générale pour le Vatican, hein, parce que Monaco est un diocèse, même un archidiocèse, je crois. Mais le diocèse, dont je vous donnerai le nom, qui englobe San Marino, englobe une partie des 2 régions italiennes voisines. Et puis alors surtout, énormément de musées. C'est une ville musée. Il y a plein de musées, de tous les domaines. Hein. L'histoire du pays, avec beaucoup d'objets très intéressants depuis le néolithique, en passant par l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Ben, c'est une ville moyenâgeuse de toute façon. Hein. Il y a même un musée de la torture. Je crois que c'est le seul au monde où il y a un musée de la torture avec tout un tas d'instruments d'époque. On fait des cours, on donne de leçons. Et puis alors, les 3 châteaux. Les 3 châteaux qui se trouvent sur... Où est-ce qu'il y a le drapeau? Sur le drapeau. Vous avez 3 tours en héraldique qui symbolisent les 3 châteaux. Alors, sur cette carte postale que vous voyez ici, on les voit, les 3 châteaux. 1, 2, 3. Donc, il y a 3 promontoires avec au sommet de chacun des châteaux. Le plus ancien date du XIe siècle. C'est la Guaita. L'autre tour s'appelle la Cesta, qui date du XIIIe siècle. Et la dernière, Montale, qui date du XIVe siècle. Une fortification que l'on retrouve stylisée sur les armoiries de la République. Je vais profiter. Vous savez ce que je tiens dans ma main là? C'est quoi ça? C'est un anneau. 1 euro. 1 euro. 1 euro Et c'est 1 euro qui vaut plus qu'1 euro. Parce que c'est 1 euro sans marinet. Ah. Donc c'est une pièce assez rare. Donc, et comme au Vatican. Donc, c'est ce côté-là, c'est 1 euro, mais de l'autre côté, vous avez les armoiries de San Les Marino, 3 châteaux. et vous verrez les 3 châteaux. Voilà, faites passer. Ah ouais. Donc, celle-ci, elle peut se revendre plus que 1 euro. Je le remplaçais par Il n'en est pas question. Ah oui, ici, les 3 châteaux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que San Marino est le pays le moins visité au monde en chiffre absolu. Mais la ville, la capitale, est quand même visitée, c'est ça, ça devait être un chiffre avant Covid, par 3 millions de personnes par an. C'est quand même pas mal. Et la ville s'est progressivement affirmée comme un grand centre touristique. Elle compte plus d'1 millier de boutiques. Ce n'est pas des centres commerciaux, hein. Il n'y a pas de centres commerciaux dans la capitale. Ce sont des boutiques. Donc, plus d'1 millier pour 4000 habitants. C'est quand même pas mal. Là, c'est un peu comme le Mont Saint-Michel, comme... Alors, la 4e ville du pays s'appelle Domagnano. Domagnano, qui se trouve ici. Qui est aussi appelée Montelupo, la montagne des loups. Elle compte 3265 habitants. À Torraccia, l'un des hameaux de Domagnano, se trouve un aérodrome de 300 mètres de long, le seul de la République de San Marino. Donc si vous avez un avion privé, vous pouvez quand même aller en avion à San Marino. Mais naturellement, il n'y a pas de vol régulier. On passe ensuite à Fiorentino, ici, au sud, qui ne compte que 2530 habitants. Acquaviva, à l'extrémité nord-ouest de la République, au bord de la rivière San Marino, qui marque à cet endroit la frontière avec l'Italie, 2096 habitants. Cette ville est dominée par le castrum médiéval, Montecerreto, qui a été aménagé en parc naturel. Donc malgré sa petite taille, le pays a l'équivalent d'un parc national, qui est également bien sûr de petite taille.
Selon la légende, c'est dans la grotte de la Valdeserona que Marin ou Marino aurait trouvé refuge. Mais on va y revenir. Chiesa Nuova, au sud-ouest, 1112 habitants. C'est une localité très agricole, aussi appelée Penarossa. Le village et ses terres se sont rattachés volontairement à Saint-Marin en 1320. Le blason de la commune représente une plume rouge, d'où le surnom de Penarossa. Faetano, ici, à l'est, 1050 habitants. Et enfin, Montegiardino, dans l'extrémité sud-est du pays, 967 habitants. Au Moyen-Âge, ce lieu était la possession des Malatesta de Rimini. Le village et ses terres ont été rattachés à Saint-Marin en 1463, lors de la dernière expansion territoriale de la République, après la guerre sammarinaise entre San Marino et la ville de Rimini. Donc, Montegiardino a été rattaché à la République en même temps que Domagnano, Faetano, Fiorentino et Serravalle. Alors, la République de San Marin, et ça c'est une autre originalité que je trouve assez intéressante, c'est une diarchie. Une diarchie. C'est-à-dire, il s'agit d'un gouvernement où deux dirigeants gouvernent. Gouvernent, dirigent et règnent en position égale sur une société. C'est ça une diarchie, la définition du mot diarchie. Sparte, Rome ou encore Carthage ont été à des époques différentes des diarchies. Alors pourquoi je dis que San Marino est une diarchie? C'est parce que San Marino n'a pas un chef d'État, San Marino a deux chefs d'État, qu'on appelle des capitaines régents. C'est un titre unique au monde. Actuellement, il y en avait peut-être au Moyen-Âge d'autres, mais actuellement, ce sont les seuls chefs d'État à porter le titre de capitaine régent. Alors, autre originalité, ils ont un mandat de 6 mois, non renouvelable. Ils sont élus en même temps et ils partent en même temps. Et leur installation et leur départ se font à date fixe. Donc, ils prennent leur fonction le 1er avril et leurs successeurs prennent leur fonction le 1er octobre. C'est intéressant de se trouver à San Marino à l'une de ces deux dates parce qu'il y a des festivités et des cérémonies qui entourent cet événement important qui se produit 2 fois par an. Alors actuellement, je vais quand même vous donner les noms des capitaines régents actuels qui ne seront plus capitaines régents à partir du 1er octobre. Le premier s'appelle Alessandro. Alors là, je crois que l'accent tonique doit être sur la première syllabe, corrigez-moi si je me trompe. Alessandro Scarano. Il est né le 3 septembre 1983. Il est encore plus jeune que Macron. Et il est né où? Il est né à Borgo Maggiore, la ville dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est diplômé en droit de l'Université de Bologne. Il est membre du Parti démocrate chrétien San-Marinais depuis 2002. Il a été député au Grand Conseil général de 2008 à 2012 et à nouveau depuis 2019. Il est membre des commissions affaires étrangères et affaires intérieures. Passionné de voyage, d'art et d'archéologie, il pratique l'équitation à un niveau de compétition et il a remporté le championnat de San Marino d'équitation. Et il a le temps de gouverner en 6 mois. On y revient. Mais je vais quand même vous parler du deuxième capitaine régent, Adele Tonini, une femme, née le 24 juin 1977 dans la capitale, à San Marino. Elle possède un master en art appliqué de l'université d'Urbino, qui n'est pas très loin. Cette université s'appelle Carlo Bo. Elle est membre du mouvement civique Rete, qui signifie Movimento Civico Rinnovamento Equità Trasparenza Ecosostenibilità. Donc, elle est verte. mouvement civique
du renouveau, de l'équité, de la transparence et de l'éco-sensibilité. Tout un programme. Bon, c'est un mouvement écolo de gauche, je dirais, parce que la particularité de San Marino depuis des années et des années, depuis des décennies, c'est que les deux capitaines régents ne sont pas de la même tendance politique. Il y en a toujours un de droite et un de gauche. Avant, c'était un démocrate chrétien, un communiste, mais il n'y a plus de communistes, très peu, donc maintenant c'est les gauchos écolos. Ils arrivent à s'entendre. Cohabitation. Je vais y revenir là-dessus. Cohabitation. C'est une cohabitation permanente. Alors, le territoire de Saint-Marin est principalement tourné vers l'agriculture et la sylviculture, ce qui constitue l'essentiel de ses ressources naturelles. Ces deux domaines sont cependant en déclin en raison de l'accroissement de la population et de l'urbanisation, comme ici. On cultive notamment les céréales, la vigne, les olives et les fruits. L'élevage se concentre pour l'essentiel sur les bœufs et les cochons. Jusqu'aux années 60, les Saint-Marinais vivaient principalement de l'agriculture, de l'élevage, de l'exploitation de quelques carrières de pierre. Ça, celui qui avait lancé le business, c'est Saint-Marin lui-même, puisqu'il était tailleur de pierre. Depuis, les activités du pays se sont diversifiées avec l'essor de l'artisanat, du commerce et même de l'industrie. Je vous ai parlé de la zone plus ou moins industrielle de Serraval. Tous ces domaines ayant été favorisés par l'explosion du tourisme. Parmi les produits locaux, on compte des objets en céramique, des meubles, des confiseries, des liqueurs, de la peinture et du vernis, ou encore des produits textiles en soie. San Marino exporte surtout du vin et de la laine, des produits artisanaux et des timbres. La vente de timbres san-marinais aux passionnés de philatélie à travers le monde assure en effet 10% du PIB national. L'autre grande source de profit, le tourisme, représente directement ou indirectement plus de 60% des revenus de l'État. Aucun impôt, ou presque, n'est exigé des habitants. Les importations, quant à elles, constituent principalement, bien sûr, des produits manufacturés et des biens de grande consommation, qui sont bien sûr importés d'Italie, même si ce sont pour l'essentiel des produits chinois, je suppose. Mais San Marino doit également se procurer, importer de l'or. Pourquoi? Et en quantité importante. Pourquoi? Non, pour ses nombreux orfèvres et bijoutiers. 52% de la population active travaille dans le secteur des services, 41% dans le secteur secondaire et 7% dans l'agriculture. L'inflation est modérée à 2,6%. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Union économique et monétaire, la monnaie du pays était la lire italienne. En 1972, après une interruption de 34 ans, San Marino avait recommencé à frapper ses propres pièces de monnaie, les lires sanmarinaises. Je me rappelle qu'en 1999, quand je suis allé à San Marino, je n'avais pas d'euros, naturellement, mais j'avais des lires sanmarinaises, c'était le même système, elles étaient frappées d'un côté des armoiries sanmarinaises. Et ces lires sanmarinaises pouvaient s'utiliser indifféremment avec la lire italienne et avaient bien sûr la même valeur sur le territoire de San Marino. Mais elles n'avaient cours légal. Ah oui, alors ils ont aussi frappé quelques pièces d'or un peu plus tard, mais ces pièces d'or n'avaient cours légal que sur le territoire de la République. Tandis que l'euro que je vous ai montré tout à l'heure et les anciennes lires italiennes, enfin lires sanmarinaises, avaient cours en Italie. On pouvait les utiliser en Italie. Et l'euro, j'espère qu'il va revenir en fait. Bon, d'accord. Un euro, c'est un euro. Hein. Surtout un euro sanmarinais. Cet euro, si je voulais, je pourrais l'utiliser même ici. Hein. Même à la banque, le prend. Mais dans tous les commerces ici, il est utilisé. Quand vous utilisez les euros, ce n'est pas tous des euros français. Vous avez des euros belges, des euros italiens, espagnols. Alors les transports. Les transports. Il existait un chemin de fer à voie étroite reliant Rimini à San Marino, mais il fut fermé le 4 juillet 1944, hélas. C'est le même destin que notre ligne de la côte orientale.
à la suite des bombardements qu'il avait grandement endommagés. Bombardements côté italien, bien sûr, hein, puisque San Marino était neutre. L'aéroport Federico Fellini de Rimini sert également d'aéroport international à la République de San Marino. La langue. Quelle langue parle-t-on à San Marino? Italien. Et ça, c'est la langue officielle. C'est la langue officielle. Parce qu'ils ont une langue locale. Donc la langue officielle de San Marino est l'italien. Du fait de la forte affluence touristique dans la région, presque tous les habitants peuvent cependant s'exprimer couramment dans une autre langue, le plus souvent en anglais, en allemand ou en français. Le dialecte sanmarinais, c'est un dialecte du romagnol. La langue, vous savez qu'en Italie, il y a plusieurs langues, et donc il y a la langue romagnole, et le sanmarinais est un dialecte de cette langue romagnole, de cette langue régionale romagnole. Et le romagnol fait partie des parlers gallo-italiques, et il est toujours très répandu à San Marino, mais surtout, bien sûr, chez les personnes âgées. La religion. 92,3% de la population est de confession catholique, et seuls 3% des habitants se déclarent sans religion. Je n'ai pas le chiffre des protestants, apparemment il n'y en a pas. Cette prédominance de l'Église catholique se retrouve dans le paysage architectural de la République, qui compte plusieurs églises ainsi qu'une basilique monumentale. Le territoire de la République dépend, voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure, du diocèse San Marino-Montefeltro, dont la juridiction s'étend sur une partie des provinces italiennes voisines. Particulièrement active du XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, la communauté juive a également grandement participé au développement économique et au destin du pays. L'éducation. San Marino possède une petite université, l'Università degli Studi di San Marino. Elle comprend notamment le Centre international d'études sémiotiques et cognitives, fondé par Umberto Eco en 1995, lequel enseigna à cette université jusqu'en 1998. Il existe en outre l'Académie internationale des sciences de San Marino, qui est une association scientifique internationale à caractère universitaire basée à San Marino. Je vais maintenant faire l'éloge de cette plus ancienne république. De nous connus, des autres inconnus. C'est une ancienne devise de la plus ancienne république du monde. Répète, je sais pas. De nous connus, De nous. des autres inconnus. Et j'insiste en disant de la plus ancienne république du monde. Parce que, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je donne cette causerie aujourd'hui. Parce que j'en ai marre d'entendre régulièrement dans les conférences, dans les réunions, à la radio, à la télévision, que la Corse a la plus ancienne constitution démocratique au monde. C'est un mensonge éhonté. J'en ai encore débattu lors du Salon du Livre. C'est pas l'ignorance. J'en ai encore débattu, ou plutôt fait la remarque, lors du dernier Salon du Livre, à M. Jean-Guy Talamone, qui nous présentait son livre sur le républicanisme corse, et qui faisait une filiation entre le républicanisme corse, en pensant naturellement à la République de Paoli, qui n'était pas une république, puisque l'ennemi de l'époque, c'était une république, la République de Gênes. C'est pourquoi, selon Jean-Guy Talamone, et je pense qu'il a raison, l'État paolien n'a jamais pris le titre de république, et que la Corse est restée royaume de Corse, avec une souveraine qui était la Vierge. Donc, Jean-Guy Talamone et d'autres font ce lien entre la République paolienne et les républiques italiennes. Quand je dis italienne, je ne fais pas référence au pays actuel d'Italie, mais aux anciennes républiques qui parsemaient l'Italie. Et après sa présentation du livre, vous allez le voir, je dis, excusez-moi, je lui avais déjà fait la remarque il y a quelques années, mais êtes-vous allé à San Marino? Je dis non. Il faut aller à San Marino, parce que vous avez là l'unique reliquat des républiques que vous avez évoquées. Parce que San Marino, non seulement est une république démocratique,
mais en plus, c'est tout à fait le type de république que vous évoquez dans votre livre. Voilà. Je l'avais invité aujourd'hui à cette causerie, il m'a envoyé un message tout à fait aimable me disant qu'il n'était pas disponible. C'est dommage, j'aurais bien aimé approfondir le sujet avec lui. Donc cette devise de nous connus des autres inconnus semble être toujours d'actualité. En effet, ce pays ne défraie jamais la chronique, que ce soit la chronique mondaine, et là je pense à Monaco bien sûr, ou celle des faits divers. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, c'est tout à fait ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Combien de Français ignorent jusqu'à son existence? Parce qu'il y a quand même pas mal de Français qui ont entendu parler d'Andorre. Monaco, bien sûr. Ben, pour acheter les cigarettes, Andorre. Monaco, bien sûr. Le prince, je dirais que la France qui a exécuté son roi a un monarque de substitution avec le prince de Monaco qui défraie la chronique mondaine française. C'est le plus français des princes étrangers, n'est-ce pas, le prince de Monaco. Il est d'ailleurs seigneur d'un certain nombre de seigneuries en territoire français. Le Luxembourg, le Grand-Duché, bon, c'est vaguement, même si c'est quand même un pays beaucoup plus grand que San Marino. Mais San Marino, les Français ne connaissent pas du tout. Les Corses non plus, mais les Français ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est pas proche de la France, c'est un pays enclavé en Italie. Cet État vaut pourtant le détour. Sa capitale, ceinte de remparts, accrochée à un éperon rocheux culminant à plus de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer Adriatique toute proche. La petite ville est un pur joyau moyenâgeux. Un entrelac d'étroites ruelles piétonnes pentues, dominées par 3 forteresses qui sont autant de nids d'aigle. À Corté, il y a un nid d'aigle, à San Marino, il y en a 3. La ville à laquelle on accède en empruntant un téléphérique, on peut aussi y aller par une route en épingle à cheveux qui monte jusque là-haut. Mais là-haut, on ne peut pas se garer. Donc il vaut mieux laisser la voiture à Borgo Maggiore et prendre le téléphérique. Et puis c'est plus beau. Donc la ville offre des points de vue extraordinaires sur les montagnes et les collines environnantes et sur la plaine en contrebas qui s'étend jusqu'à la ville de Rimini et à la mer. L'Adriatique barre l'horizon à l'est. L'UNESCO a inclus cette pittoresque capitale dans sa liste du patrimoine mondial de l'humanité. Ce pays dont on parle si peu, c'est donc la République de Saint-Marin, un État indépendant d'une superficie de 61 km², complètement enclavé, à la limite des provinces italiennes d'Émilie-Romagne au nord et des Marches au sud. La station balnéaire de Rimini, au nord-est, n'est qu'à 13 km de la frontière san-marinaise. Frontière que l'on traverse d'ailleurs presque sans s'en apercevoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La République fait depuis longtemps partie d'une union douanière avec l'Italie. Elle frappe cependant monnaie, autrefois les lires, aujourd'hui les euros. Alors l'histoire de Saint-Marin, et là c'est là que je vais aborder en quelques mots l'histoire du Saint. Elle remonte au IVe siècle de notre ère, lorsqu'un tailleur de pierre nommé Marinus arriva de l'île d'Arbe, en Dalmatie. Donc, pour faire un anachronisme horrible, Saint-Marin, il était yougoslave, si vous voulez, ou il était plutôt croate, on dirait aujourd'hui. Voilà. Puisque l'île d'Arbe, ça fait partie de cet archipel le long de la côte de l'Adriatique, côté yougoslave. Et ce brave tailleur de pierre s'installa à Rimini, où il travailla comme maçon, parce que Rimini existait déjà à l'époque de l'Empire romain. Fuyant les persécutions antichrétiennes de l'empereur Dioclétien, il trouva refuge sur l'escarpement du Monte Titane et il y fonda une communauté chrétienne. J'attends que le train passe. En 313, après la fin des persécutions, il fut ordonné diacre par l'évêque de Rimini. Et une riche patricienne romaine, convertie au christianisme,
lui fit don de quoi? Du Monte Titane. Voilà. Que vous voyez ici. Mais ce n'était que ça. Hein. Ça ne comportait pas le territoire actuel de la République. Et comment il est venu diacre? Il n'a pas été prêtre avant? Je viens de te dire qu'il a été ordonné par l'évêque de Rheims. Ah, d'accord. Un diacre, toujours avant diacre. Donc cette brave dame était la propriétaire du Monte Titane et elle l'a offert à cette sorte d'ermite. Pas vraiment ermite puisqu'il vivait en communauté. La communauté chrétienne continua à vivre librement après la mort de Marinus, mettant ainsi en pratique les dernières paroles du saint. Et là, je vais me tourner vers Lucille, qui va nous traduire les dernières paroles du saint. Relinquo vos liberos ab utroque homine. Rinco, je laisse. Je vous laisse libre des autres hommes. Voilà. Je répète la phrase en latin. Relinquo vos liberos ab utroque homine. De très anciens textes, dont certains sont conservés aux archives de l'État, font mention de cette communauté qui refusait à quiconque de la dominer ou de faire valoir des droits sur le Monte Titane. Pour se protéger des attaques extérieures, la population commença à ériger des fortifications à partir du Xe siècle. Une bulle du pape Honorius II, datée de l'an 1126, fait déjà état de l'existence d'une ville fortifiée. Au XIIIe siècle, le territoire san-marinais s'étendit, d'autres châteaux, d'autres castelli ayant été achetés par la communauté. Cette dernière était organisée de manière autonome selon des codes dont les plus anciens remontent à ce même XIIIe siècle. Donc c'est à partir de ce XIIIe siècle que l'on peut parler d'un semblant de démocratie. Entrez, entrez. J'ai pas entendu arriver. Viens. D'accord. J'ai une chaise. Bonsoir. Donc, les racines de cette démocratie se sont vraiment matérialisées à partir du XIIIe siècle. Le texte qui encore aujourd'hui régit la République remonte au 21 septembre 1600, 155 années avant la constitution de Pasquale et Paoli. Donc, ça fait de la République de San Marino la plus ancienne république et la plus ancienne démocratie au monde. Ce texte est donc la plus ancienne constitution du monde, toujours en vigueur. Du XIIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle, le petit État dut se défendre des ambitions de familles seigneuriales et d'évêques des environs. La dernière guerre menée par Saint-Marin eut lieu en 1463. Depuis cette date, ses limites territoriales ne furent plus jamais modifiées. Son indépendance fut confirmée par le pape en 1602, parce qu'à l'époque, l'enclave san-marinaise se trouvait plus ou moins au milieu des États pontificaux. En octobre 1739, le pays fut cependant envahi par les troupes du légat pontifical de Romagne, le cardinal Alberoni. Alerté par un message secret envoyé par les San-Marinais, le pape Clément XII donna l'ordre au cardinal d'évacuer le territoire de la République, ce qui ne fut fait qu'en février 1749. Donc ils ont quand même subi 10 ans d'occupation. Alberoni, c'est celui qui a été mêlé à la fameuse conspiration de Tlélamare en France, sous la Régence. C'était... Pas un personnage très recommandé. Voilà. En effet. Ce fut la dernière tentative d'invasion que San Marino eut à subir. Alors là, ça va vous intéresser. Durant la campagne d'Italie, les troupes françaises n'y pénétrèrent pas. Et leur chef, le général Bonaparte,
témoigna même de son admiration pour cette République lorsqu'il déclara, je le cite, qu'il fallait conserver Saint-Marin comme exemple de la liberté. Je l'ai rappelé à Jean-Guy Talamoni l'autre jour, parce que durant sa présentation au Salon du Livre de Bastia, il a cherché à établir une filiation entre Bonaparte et Paoli, que Bonaparte était imprégné des valeurs paolistes. C'est ce que dit Marie-Thérèse. Voilà. Avant Soletus. Mais, moi, j'ai dit à Jean-Guy Talamoni que je suis persuadé que Pasquale Paoli, qui a quand même vécu dans la péninsule italienne, d'abord à Naples et ensuite à Portoferraio, tout près d'ici, Longone, pardon, dans l'île d'Elbe, je suis persuadé que Pasquale Paoli connaissait au moins de réputation la République de San Marino. Et j'ai trouvé des similitudes troublantes entre la constitution sanmarinaise et la fameuse constitution de Pasquale Paoli. Là, c'est un domaine de recherche qui n'a pas du tout été exploité encore. Plus tard, l'empereur Napoléon Ier, c'est le même, hein. L'empereur Napoléon Ier offrit même des terres qui auraient permis à la République d'avoir un accès à la mer. Mais, prudentes, les autorités sanmarinaises déclinèrent l'offre impériale. Ils ont fait preuve là d'une grande sagesse. Parce que s'ils avaient accepté, ils auraient sans doute été rayés de la carte à la chute de Napoléon. En 1815, le Congrès de Vienne reconnut l'indépendance du pays. Donc si vous voulez parler d'indépendance reconnue internationalement, on peut utiliser cette date de 1815, parce qu'elle avait été reconnue dès le XIIIe siècle, je crois, par le pape, mais c'était simplement une reconnaissance papale. D'un point de vue international, on peut dire que le congrès de Vienne était donc un congrès de paix international, c'était une sorte d'ancêtre des Nations Unies, hein, de l'ancêtre du traité de San Francisco de 1945, ou 1945, 1946, je ne me souviens plus, qui a fondé l'ONU. Donc, on peut dire que ça, c'est l'acte qui, au niveau international, qui reconnaît l'indépendance nationale de la République de San Marino, qui pourtant était beaucoup plus ancienne. Durant la période troublée qui mena à l'unité italienne, parce que la grande question, c'est pourquoi San Marino n'a pas fait comme tout le monde et n'a pas intégré l'Italie. Donc, durant cette période troublée, San Marino accueillit de nombreux réfugiés et autres proscrits, dont Giuseppe Garibaldi lui-même, qui y vécut et à qui fut offerte la citoyenneté saint-marinaise. Son buste orne d'ailleurs une place qui porte son nom dans la capitale. Je vous ai parlé aussi de la période de la guerre de 14, où des réfractaires austro-hongrois, dont le futur saint Maximilien Kolbe, je pense que tout le monde ici connaît Saint Maximilien Kolbe, j'ai pas besoin, pas du tout. C'était un prêtre, je me demande s'il n'était pas franciscain. C'est un franciscain qui a sacrifié sa vie pour sauver un père de famille juif à Auschwitz, je crois. Et il faut dire comment, dans les fameux bunkers de la mort, voilà. Ces bunkers où les nazis, enfin les soldats, enfermaient 10 personnes et les laissaient mourir de faim et de soif. Alors la plupart devenaient fous, parce que bien sûr, ils ne buvaient plus, ils avaient des crises d'urée, etc. Et le gars qui est arrivé, qui est entré dans le bunker à la fin, a été surpris parce qu'il n'a pas trouvé de gens qui étaient devenus fous, qui s'étaient presque entretués les uns les autres. Le calme régnait, ils étaient morts, sauf Maximilien Kolbe, qui les avait gardés dans la prière et dans le calme. Il avait essayé de leur donner une forme d'espérance, malgré la mort, et ils lui ont fait une piqûre létale
Et l'infirmière qui lui a fait cette piqûre a témoigné dans un livre parce qu'elle a été très très impressionnée. Donc on dit aujourd'hui que c'était un Polonais, avec raison bien sûr, mais il était né austro-hongrois. Parce qu'un père de famille avait été condamné à aller au bunker, il a dit mon Dieu, je ne reverrai pas, il pensait sortir des camps celui-là, peut-être qu'il en est sorti, hein. Et il a dit je ne reverrai plus ma femme et mes enfants. Et Kolb a dit mais moi je n'ai ni femme ni enfant, Donc je prends ta place. votre place. Et la suite, c'est que celui qui a survécu, malheureusement sa famille a été décimée. Oui, voilà. Et toute sa vie, de se rescaper, il s'est occupé de la Pologne, il s'est bien collé là-bas en Pologne, il a visité sa tombe. C'est une très belle histoire. Donc ça c'est l'épisode sans Marinet de la vie du futur saint Maximilien Kolbe, c'est la guerre de 14, quand il a déserté pour se réfugier sur le territoire de la République. Alors, une autre période où le petit État accueillit de très nombreux réfugiés fut bien sûr la Seconde Guerre mondiale, particulièrement en 1943-1944, après la signature de l'armistice de Badoglio et donc la défection de l'Italie. Les Allemands ont envahi l'Italie, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez puisqu'elle concerne aussi la Corse. Mais les Allemands, comme Bonaparte avant, ont respecté les frontières de San Marino. Est-ce qu'ils avaient accepté les Juifs? Mais justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc parmi les dizaines de milliers, on estime à 100 000 les Italiens qui ont afflué à San Marino. Vous vous rendez compte, à l'époque, il devait y avoir 20 000 habitants, 100 000 réfugiés sur 61 km². Et parmi ces 100 000 réfugiés, bien sûr, il y avait un très grand nombre de juifs. Mais pas seulement. Il y avait des communistes, il y avait des... donc parmi eux figuraient de nombreux juifs qui purent ainsi échapper aux rafles organisées en Italie par l'occupant nazi. Parce qu'avant 1943, les juifs avaient été victimes de discrimination fasciste, mais ils n'avaient pas été raflés. C'est à partir du moment où les Allemands ont pris le contrôle des 2/3 nord de l'Italie qu'ils ont organisé, comme ailleurs en Europe, les rafles des Juifs, en particulier à Rome et ailleurs, dans toutes les grandes villes, et qu'ils ont organisé des trains de la mort vers Auschwitz. Alors, ça c'est la belle histoire. Hein. On pourrait dire San Marino pourrait être qualifié pour être... ici on dit l'île des Justes, la Corse ne l'a jamais eu, ce titre, mais enfin l'a revendiqué à un moment, on pourrait dire c'est la République des Justes. Je vous rassure tout de suite, je ne pense pas que San Marino le mérite. Pourquoi? Et là je fais une petite digression. Parce que San Marino, c'est un petit miroir de la politique italienne. Et que quand une tendance politique tient le haut du pavé en Italie, c'est la même tendance politique sous une autre appellation qui tient le haut du pavé à San Marino. Et que donc, pendant les 20 années du règne de Mussolini, c'était le parti fasciste sanmarinais qui dominait la vie politique sanmarinaise. Et à partir de 1944, ça a été le parti communiste sanmarinais qui... Non, communiste. Les communistes ont eu en Italie, les communistes ont raté la prise du pouvoir, ils l'ont réalisé à San Marino. San Marino est devenu une république communiste au sortir de la guerre. Et ça a amené à une crise politique, la crise politique de 1957. Je vous la résume en grande ligne. Donc à partir de 1945, je ne me souviens plus des dates des élections, enfin à chaque élection, le Parti communiste sanmarinais, distinct du Parti communiste italien, avait la majorité des sièges à l'Assemblée. Mais au fil des ans, cette majorité diminuait. Ils ont été obligés de faire une coalition avec l'équivalent du Parti socialiste, le Parti socialiste sanmarinais. Et aux dernières élections qui devaient dater de 1956, je crois, ah oui, 57, pardon, en 57, donc il y a eu les élections, le Parti communiste n'avait plus la majorité absolue à l'Assemblée et avait absolument besoin des sièges des socialistes. Mais en 57, il y a eu l'invasion de la Hongrie par les soviétiques
En 56, donc c'est bien 56, je reviens à ce que je disais, 56. Et cette invasion de la Hongrie a eu des conséquences politiques directes sur San Marino, parce que la moitié des socialistes ont refusé de siéger, de faire partie du même gouvernement que les communistes. Ce qui fait que la coalition au pouvoir a perdu la majorité et que cette faction de socialistes avec les démocrates chrétiens avait la majorité des sièges plus 1, enfin juste la majorité. Donc il y a eu une crise politique. Les députés frondeurs se sont réfugiés dans un bâtiment agricole se trouvant à Rovereta, sur la commune de Serravalle. Rovereta, ça a la particularité d'être entouré par 3 côtés par l'Italie. L'armée italienne s'est massée sur la frontière. L'Italie a fermé la frontière sanmarinaise, a fait le blocus de San Marino pour obliger les communistes à quitter le pouvoir. Parce que l'Italie, et derrière, quand je dis l'Italie, c'est les Américains, n'avaient pas du tout envie d'avoir une république stalinienne au beau milieu de l'Europe et de l'Europe occidentale et au beau milieu du territoire italien. Les soviétiques, Radio Moscou a exprimé sa solidarité pour les camarades sanmarinais. Et le consul honoraire, pas le consul honoraire, pardon, le consul tout court des États-Unis à Florence a fait toute la route en voiture avec le drapeau américain sur la voiture jusque dans cette ferme de Roverata pour rendre visite aux députés et pour leur apporter un acte officiel reconnaissant leur gouvernement. Donc jamais ils n'avaient fait une telle démarche avant, les Américains. Mais si le consul s'est déplacé depuis Florence en voiture, c'était pour mettre tout leur poids dans cette crise et finalement, affamés, parce qu'il n'y a plus rien de rentré à San Marino, eh bien, ça s'est passé comme toujours à San Marino, ça s'est passé par la conciliation, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré, alors qu'ils avaient commencé à créer des milices des deux côtés. Ils se sont rencontrés, ils se sont mis d'accord, il y a eu une solution à l'amiable, naturellement sous pression italo-américaine, et finalement, depuis lors, il y a toujours 2 capitaines régents de tendances différentes, donc un de droite, un de gauche. Ce n'est plus le Parti communiste sanmarinais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un parti écolo-gauchiste qui a pris la suite. Voilà. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de vous raconter cet épisode méconnu de la guerre froide, qui aurait pu dégénérer en guerre civile aux répercussions internationales importantes. Donc, excuse-moi, cette corrégence n'existe que depuis ce moment? Non, non, elle a toujours existé. Mais je suppose que dans les années 30, les deux capitaines régents étaient tous les deux fascistes. Oui, d'accord. Voilà. Mais attention, le multipartisme a été maintenu, même à l'époque du fascisme. Tandis qu'en Italie, il y avait quasiment un parti unique à l'époque. Donc, pays neutre, les différents belligérants de la Seconde Guerre mondiale respectèrent ces frontières. En 1988, je fais un grand saut, la République de Saint-Marin adhéra au Conseil de l'Europe et depuis 1992, elle est membre de l'Organisation des Nations Unies. Elle est entrée en même temps que Monaco, le Liechtenstein, Andorre et d'autres micro-États européens qui n'étaient pas membres de l'ONU. Et la Suisse, je crois, la Suisse est entrée à la même époque. Parce que la Suisse... on peut être membre des Nations Unies en étant neutre. Il y a des pays membres de l'Union européenne qui officiellement revendiquent une neutralité bien amoindrie aujourd'hui, comme la Finlande, par exemple. L'Autriche, oui, l'Autriche également. Mais les Suisses ont longtemps été réticents à l'entrée à l'ONU parce qu'ils considéraient que c'était une atteinte à leur neutralité. Ah oui, alors la crise dont je vous ai parlé, la crise politique, c'était en 1957, mais c'était une conséquence de l'invasion de la Hongrie en 1958. Alors, bon, je vais essayer de parler plus fort que les pompiers. On l'a vu, San Marino est la plus ancienne république du monde. C'est aussi l'une des plus démocratiques. Je vous ai déjà dit que le pays est divisé en 9 castelli.
qui est l'équivalent des communes, hein, ou l'équivalent de district. Et ces castelli sont gérés par des giunte di castelli, ou conseils de château, élus pour 4 années et présidés par un capitaine dont le mandat est de 2 ans non renouvelable. Je regrette qu'il n'y ait pas un élu, un maire ou un conseiller municipal présent ici aujourd'hui. C'était comme les doges et les gouverneurs C'est ça. qui étaient envoyés en Corse. D'où le républicanisme C'est dont ça, parle Jean-Guy Talamo. C'est 1 an non renouvelable. Un an seulement. Oui. Le Grand Conseil Général, Et ils ne pouvaient pas être renommés si ce n'est en ayant laissé passer Le 2 grand- ans. le Grand Conseil Général, c'est le Parlement du pays. Il est composé de 60 membres, élus au suffrage universel direct et proportionnel, tous les 5 ans. C'est lui qui est en son sein les 2 chefs d'État, les capitaines régents. Donc les chefs d'État ne sont pas élus au suffrage universel direct. En effet, et c'est là l'une des particularités de cette démocratie samarinienne, depuis 1243, la République a 2 chefs d'État appelés capitaines régents dont le mandat ne dure que 6 mois. Chaque 1er avril et chaque 1er octobre, de nouveaux capitaines régents sont élus et ils ne peuvent être réélus pendant les 3 années suivant la fin de leur mandat. Donc on a des capitaines régents qui ont fait plusieurs mandats, mais pas consécutifs. Ils ont tous participé. Ils doivent, alors ces capitaines régents doivent prendre toutes les décisions d'un commun accord. Et chacun dispose d'un droit de veto sur l'autre. Ça impose le dialogue entre les deux. Voilà. Au terme de 6 mois au pouvoir, et ça c'est le plus intéressant je trouve, les capitaines régents peuvent avoir des comptes à rendre auprès du contrôle de la régence, qu'on appelle Sindacato della Reggenza. C'est le syndicamento des Génois. C'est ça. Ils doivent avoir des comptes à rendre pour ce qu'ils ont fait ou omis de faire. Il y avait à Gênes, excuse-moi, Oui, je vous en prie. à chaque fois qu'un gouverneur sortait de charge, il y avait des syndicateurs qui étaient nommés, qui avaient été nommés à l'avance, je pense que Gérard le sait. Et donc ceux-là devaient faire un rapport précis justement sur ce qui avait été fait de mal ou sur ce qu'ils avaient omis de faire. La même chose. Et donc chaque gouverneur en Corse avait ses syndicateurs. Et nous avons, nous, d'ailleurs moi j'en ai un qui a été traduit par le père André Marie, un syndicamento magnifique d'un gouverneur qui avait un peu Alors, côté féminisme, la République samarinaise surveillé. a un peu traîné quand même. Hein. Donc en fait, Il peut y avoir une ça princesse. veut dire que vraiment c'est la dernière république telle qu'elle était autrefois en C'est Italie. ça, oui. C'est pour ça que j'ai dit à Talamone d'aller à San Marino. Il m'a répondu qu'il n'aimait pas voyager. C'est dommage. Et on ne peut pas avoir une princesse. Si j'étais lui, j'aurais été faire On peut pas avoir un une stage princesse. là-bas. hein. Il n'y a pas de prince. C'est pas des princes. Enfin, pas le capitaine. Mais attendez, c'est là que Si, il y j'ai. en avait. Tu m'enlèves le pain de la bouche. Voilà. Donc Maria Ah Lea oui, c'est Pedini fut la première femme capitaine régent c'est ça. et elle a été élue le 1er avril 1981. Voilà, juste avant François Mitterrand. La République dispose également d'une dose de démocratie directe au travers de l'antique Arengo, ou Assemblée des chefs de famille. On retrouve le même système C'est ça. ici. Hein, À avec- Pise, voilà. c'était à Pise, il y avait la ringue encore. La reine, Voilà. c'est le même mot. Autrefois, il s'agissait de l'organe suprême du pays. Il conserve le pouvoir de modifier les statuts de la République. Il dispose en outre du droit de pétition. Et ça, c'est très important. Les pétitions sont présentées par les citoyens au capitaine régent le premier dimanche suivant leur élection. Elles doivent être examinées par le Grand Conseil général durant les 6 mois suivants. Le Parlement élit également le Conseil des 12, qui exerce les fonctions civiles, pénales et administratives. Le pouvoir exécutif est exercé par le Congrès d'État, l'équivalent du gouvernement, qui est composé de 10 membres. On ne parle pas de 30 ou 40 ministres, hein. 10 membres, ça reste toujours 10. 10 membres,
et qui est présidé par les 2 capitaines régents. Chacun de ces 10 membres dirige l'un des 10 ministères. Bien que peu connue internationalement, la République de San Marino est loin de se désintéresser du reste du monde. Et c'est là que je vais revenir à mon histoire personnelle, et c'est pour ça que je m'intéresse particulièrement à San Marino. De 1998 jusqu'à l'an 2000, je dirigeais un programme orthopédique pour les victimes de mines antipersonnelles dans le nord de l'Ouganda. Et ce programme, qui avait été lancé par une organisation italienne catholique qui s'appelle AFSI, était partiellement financé par le gouvernement de la République de San Marino. Nous avions, on voyait régulièrement en Ouganda, enfin, dans le nord de l'Ouganda, des Suzuki Samurai. Vous savez ce que c'est que des Suzuki Samurai? C'est des tout petits 4x4 où c'était écrit « Donated by the government of the Republic of San Marino ». Voilà. C'est la première fois que je voyais des voitures, parce que dans les pays d'Afrique, on voit tout le temps des Land Cruisers, des gros Land Cruisers, marqué « Gift of Japan », donated by the people of the United States of America, don de la France, des choses comme ça. Mais là, c'était des Suzuki Samurai, donc proportionnels à la taille du pays, qui sillonnaient les routes ougandaises. Donc, j'ai eu des comptes à rendre, des comptes financiers, au gouvernement de la République de San Marino, et lorsque j'ai été invité pour ce congrès à Rimini en 1999, j'avais indiqué mon souhait de visiter San Marino. Le mouvement Communion et Libération, enfin AFSI, qui était une émanation du mouvement Communion et Libération, avait contacté les autorités sanmarinaises et j'ai été reçu pour un dîner officiel. Autour de la table, il y avait des responsables gouvernementaux, dont la dame qui était à l'époque responsable de la coopération internationale. Et voilà, ça a été une occasion de les remercier naturellement. Et c'était le but principal de ma visite à San Marino à l'époque. Donc vous voyez, San Marino, discrètement, agit au niveau international. C'est pour ça que tu nous y as emmené plusieurs années plus tard. Ah, c'est bien plus tard, c'était en 2014 qu'on y retourne, en plein hiver. La principauté de Monaco, bien que beaucoup plus petite, est davantage connue. Elle attire les célébrités du monde entier, les nouveaux riches de l'ex-URSS et les princes arabes. Elle est célèbre pour son casino, ou pour les immenses yachts ancrés dans son port, ainsi que pour sa vie nocturne et pour ses banques. Mais ce micro-État qu'est Monaco est, à mon humble avis, bien moins intéressant que la République de San Marino. Je connais les deux, donc je parle en connaissance de cause. Cette dernière a beaucoup plus à offrir aux visiteurs en termes de paysage ou de patrimoine architectural et artistique. Le pays compte une dizaine de musées et de nombreuses anciennes églises, des palais et des châteaux qui valent tous d'être visités. Tout en étant prospère, ce pays et ses habitants ne font pas étalage de luxe. Vous ne verrez pas de Lamborghini ou de Ferrari dans les rues de San Marino, contrairement à Monaco. Monaco, qu'est-ce que c'est que Monaco? C'est un petit Hong Kong bâti sur les bords de la Méditerranée. C'est une ville hérissée de buildings modernes en bord de mer. Il n'y a pratiquement pas un coin de végétation, à part un remarquable jardin exotique tout près du Grimaldi Conference Center. Tandis qu'à Monaco, il y a de la campagne. C'est là toute la différence. Vous pouvez rouler sur plusieurs kilomètres sans être à San Marino. J'ai dit à Monaco? Oui, à San Marino. on a tous. Tandis qu'à Monaco, c'est la ville, uniquement la ville. D'une frontière à l'autre, c'est la ville. Une ville comme Bastia, coincée entre la montagne et la mer. Complètement urbanisée. Il n'y a pas de campagne. Et les touristes qui viennent à San Marino sont de quel pays en général? Principalement d'Italie, bien sûr. L'Italie, Puisque oui. c'est évident, puisque c'est au milieu de l'Italie. Mais il y a beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens, de Suisses. Une année, j'ai eu une sœur qui est partie en vacances À Rimini. À San Marino. Non, pas à côté là, Rimini. à Rimini. Et, bon, maintenant elle est décédée, mais je pense qu'elle a dû aller faire un tour à San Marino peut-être. J'espère pour elle. Alors,
Donc contrairement à Monaco, San Marino est composé de petits bourgs anciens et de campagnes, de zones rurales. La population de la capitale ne dépasse pas 4500 habitants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est que la troisième ville du pays, après Serravalle et Borgo Maggiore. Il y a encore à San Marino de grands espaces ruraux et même un semblant de petit parc national. Donc des grands espaces ruraux faits de collines et de vallées où se pratique l'agriculture et la sylviculture, ainsi que l'élevage. Le pays produit d'excellents vins, un fameux limoncello et de l'huile d'olive, alors que Monaco ne produit rien, à part des timbres. Alors, il y a des industries de pointe. À Monaco, Oui, oui, bien sûr. il n'y a pas que des banques et des casinos. Non, il y a Ah, des bon. industries très pointues. Le Liechtenstein, oui. Non, non, bien sûr. La Par la fameuse loi, marque je sais. de perceuse, pas seulement perceuse d'ailleurs, Hilti, c'est une compagnie liechtensteinoise. Non, mais le vin est très. Autre différence notable entre les deux États, un sixième seulement de la population de Monaco est monégasque. Il doit y avoir 5000 monégasques. Oui, c'est très difficile. Alors qu'à Saint-Marin, c'est l'inverse. Il n'y a que 5000 résidents étrangers pour une population totale donc de 32 000 habitants. Pour résumer, je dirais que San Marino est beaucoup plus authentique que Monaco. Ça, c'est certain. La République de San Marino est donc un petit pays original et d'une grande beauté qui mérite certainement que l'on y passe quelques jours. Il vaut mieux cependant éviter les mois de juillet et août, lorsque les touristes, délaissant pour quelques heures les plages de l'Adriatique toutes proches, y affluent, envahissant plutôt les nombreuses boutiques et les restaurants que les monuments et autres musées. Pour finir, pour conclure cette petite causerie, je rappelle que la devise du pays tient en un seul mot latin, libertas, et que comme il est indiqué à la frontière, il se targue d'être, et c'est ce qui est écrit sur un grand panneau au-dessus de la route qui arrive d'Italie, qui arrive de Rimini, il se targue d'être l'antica terra della libertà, la vieille terre de la liberté. Et c'est là que je m'arrête pour répondre à vos questions. Alors, on y va quand? Merci. On a fait un joli voyage. Voilà. Alors, Bon, nous revenons alors. nous, Non, c'est là-bas qu'il faut. non, alors, là-bas c'est différent. Ouais, C'est pas pour les enfants de San Marino que je fais une collecte. Non, C'est pour les enfants Inaoni Naoui. Je leur dis pas. Libertas, c'est aussi la devise du Parti démocrate chrétien. Libertas. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais Précise. c'est sur le drapeau. C'est vrai.